Maxi-Test vous est présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine automobile. Comme vous pouvez le deviner, nous nous trouvons aujourd'hui aux États-Unis, en Californie, dans les environs de San Francisco, capitale de l'écologie, épicentre de la technologie, mais aussi de la voiture électrique. Or, figurez-vous que nous sommes ici justement pour essayer une voiture électrique. Probablement pas celle à laquelle vous pensez. Mais dans cette émission, nous vous montrerons également les voitures qui ont marqué l'actualité de ce mois-ci. Au programme, une icône qui nous revient entièrement renouvelée, une coccinelle qui devient crossover, et justement un crossover que l'on va malmener sur des routes particulièrement dégradées. Tout de suite, on découvre le sommaire en images. Dans ce numéro, nous prenons le volant de la toute nouvelle génération d'Audi A5. Nous revenons sur les nouvelles qui ont marqué la planète auto. On décapote sous le soleil corse en Volkswagen Coccinelle Dune. Nous partons à la découverte de l'inédite Opel Ampera-i électrique. Enfin, nous testons les aptitudes au franchissement de la Seat Ateca. Après plus de 300 000 exemplaires vendus depuis son apparition en 2007, l'Audi A5 revient avec une génération entièrement renouvelée. On aime beaucoup son design très classique, mais aussi sa dotation technologique. Tout de suite, on part en prendre les commandes sur les bords du lac de Como. Audi donne naissance à une nouvelle mouture d'Audi A5 qui succède à une première génération dont le succès ne s'est pas démenti. C'est pourquoi l'appétit du constructeur d'Ingolstadt reste intact sur ce segment où la bataille se montre féroce face aux Mercedes classe C coupé et BMW série 4. C'est dans un décor de rêve que nous sommes partis à la découverte du dernier né de la marque aux allons. Walter da Silva, le chef du design à l'époque pour Audi, avait avec la 5 dessiné la plus belle voiture de sa carrière selon ses propres propos. C'est dire la pression sur les épaules de l'équipe qui a pris la suite pour cette nouvelle génération. Et ils ne se sont pas ratés. Elle reste reconnaissable au premier coup d'œil. Surtout, les gens derrière les crayons ont musclé les lignes. Le capot se montre plus bombé, les feux s'affinent, la calandre se met au goût du jour. Le profil voit son épaulement plus marqué sans perdre en fluidité. Quant à l'arrière, il apparaît ultra moderne avec ses feux full LED. L'A5, c'est le coupé plaisir selon Audi depuis 2007, vendu à plus de 300 000 exemplaires. Nous sommes au volant de la seconde génération, construite sur la base de l'Audi A4, dont elle reprend la technologie et la motorisation. On vous emmène sur les routes somptueuses d'Italie autour du lac de Garde pour la découvrir. Cette nouvelle Audi A5 invite littéralement au voyage, et peu importe la météo dehors, rien ne viendra perturber la quiétude à bord. On n'a guère envie d'adopter une autre allure que celle de la balade. Sous les trompes d'eau de l'averse qui s'est abattue sur nous, notre monture se fichait pas mal de la chaussée mouillée. Et pourtant, nous ne disposions même pas de la sécurisante transmission intégrale Quattro. Notre simple traction de 190 chevaux ne s'est pas laissée trahir par une motricité hasardeuse. Nous sommes donc au volant d'une configuration plutôt homogène, avec un puissant et couple diesel, bien servi par une boîte S-tronique à 7 rapports qui facilite bien la vie, qui se déroule, il est vrai, tranquillement sous nos roues. En montant dans les hauteurs des environs, nous trouvons des virages nous autorisant des vitesses de passage plus élevées.
parfait pour aller taquiner ses limites. Les différents programmes dynamisent plus ou moins le comportement, la direction s'avère précise et le châssis jouit d'une stabilité qui nous permet d'attaquer sans se faire peur. Son freinage mordant et sûr nous permet de dévaler les montagnes sans inquiétude. On pourrait prendre le temps d'observer le paysage qui s'anime à travers le pare-brise, mais le plaisir de conduite prime et on espère même plutôt voir le parcours se prolonger. Mais il est maintenant temps de jeter un coup d'œil sur le cocon cossu dans lequel vivront les futurs acquéreurs. Pour ceux qui la reconnaissent, il s'agit clairement de la même planche de bord que l'Audi A4. On passe sur les choix de matériaux et la finition, c'est superbe. Logiquement, on retrouve tous les équipements dernier cri de la berline star du catalogue. Virtual cockpit, grand écran totalement connecté, innombrables assistances, dont une aide à la conduite semi-autonome. Les conducteurs d'Audi se transforment assez rapidement en geeks, pour peu qu'ils apprivoisent toutes ces technologies. Le détail qui tue, on peste contre l'écran non tactile, qu'on touche parfois naturellement, tant cela nous paraîtrait logique qu'il réponde sous la pression du doigt. Enfin, un conseil, voyagez à l'avant. Les courtes assises arrière rendent les longues liaisons plutôt compliquées. Une fois de plus, Audi nous rend une copie de qualité avec cet A5, grâce notamment à des équipements dernier cri et une finition impeccable. Son confort et son dynamisme se montrent au niveau attendu, notamment avec le TDI 190 chevaux. Probablement d'ailleurs le meilleur compromis compte tenu de ses prestations et sa consommation particulièrement bien maîtrisée. On regrettera cependant deux choses, notamment un grand écran qui n'est pas tactile et aussi une liste d'options interminable. On ne pouvait se résoudre à quitter l'Italie sans chercher un point de vue pour observer la vallée du lac de Garde, l'un des plus beaux du pays. Définitivement, cette nouvelle Audi A5 s'avère être un véhicule idéal pour explorer les environs. Cette effrayante route à flanc de falaise nous permet de jouer avec l'agilité de l'élégant coupé à petite vitesse. Et c'est ainsi que nous profitons de nos derniers moments au milieu de ces paysages de cartes postales. On découvre à présent l'actualité qui a marqué la planète automobile ce mois-ci. Depuis l'arrivée de l'Audi A3 restylé, on attendait une toute nouvelle mouture de la démoniaque RS3. C'est chose faite à l'occasion du Salon de Genève où on peut l'observer pour la première fois. Elle adopte un nouveau regard à l'avant comme à l'arrière et un jeu de jantes inédit. Mais c'est surtout sous le capot que ça dépote avec un 5 cylindres 2,5 litres TFSI qui fait cavaler les 400 chevaux. À vous le chrono de 4 secondes pour le 0 à 100 si vous laissez un chèque d'au moins 60 000 €. On l'a découverte en avant-première pour vous à Barcelone, mais c'est en Suisse qu'il faudra vous rendre pour observer la nouvelle Seat Ibiza. Et faites-nous confiance, elle a tout pour faire oublier sa devancière, à commencer par son look de mini Léon qui lui donne des airs de puce énervée. Elle est aussi plus spacieuse à l'intérieur et s'enrichit d'équipements modernes. Ses moteurs diesel et essence se déclinent dans des puissances allant de 75 à 150 chevaux. La concurrence s'annonce rude avec les stars du marché, notamment françaises. Dans les allées de Palexpo, on pourra découvrir aussi sur le stand à l'étoile l'extravagant Mercedes Maybach G650 Landaulet. Le tout-terrain de Stuttgart, lancé en 1979, se veut plus luxueux que jamais dans cette version d'exception. L'intérieur, tiré à 4 épingles, n'a rien à envier à celui des plus beaux jet yachts. D'ailleurs, les passagers arrière pourront prendre le soleil grâce au toit découvrable. Sous le capot, de quoi décoiffer n'importe qui avec le V12 AMG de 630 chevaux. La mortalité a augmenté de 8,9% le mois dernier sur les axes de France. L'occasion pour la sécurité routière de lancer sa nouvelle campagne, baptisée l'Annonce. Dans ce court-métrage, à visionner sur leur site, pas d'image choc. 4 gendarmes racontent avec émotion leur expérience quand ils doivent informer les familles de la disparition d'un ou plusieurs proches dans un accident de voiture. PSA a annoncé être en discussion avec General Motors en vue d'un éventuel rachat de la marque Opel qui lui appartient. Cela constituerait un pas bien supérieur à la collaboration industrielle qui existe aujourd'hui entre les deux groupes automobiles. En effet, le SUV compact Oblitz, baptisé Grandland X,
utilisera la plateforme du Peugeot 3008, alors que le Citroën C3 Aircross reposera sur la même plateforme que le futur Crossland X. Dès lors, évidemment, plusieurs questions se posent autour de l'arrivée du constructeur allemand au sein du groupe français. Ce dernier a retrouvé la forme financière et se voit bien manger Opel. Aujourd'hui, la chancellerie ne se dit pas opposée à l'opération. Nous connaissions la coccinelle, en coupé comme en cabriolet. Eh bien, arrive au catalogue une version plutôt crossover, en tout cas aux attributs de baroudeur, qui s'appelle Dune et que nous partons découvrir sur les routes de Corse. Vous trouvez la Volkswagen coccinelle trop lisse ? Eh bien, c'est que vous ne connaissez pas la nouvelle version baptisée Dune. On vous le dit tout de suite, ne vous attendez pas à faire un rallye raid dans le désert, ou alors le long d'une plage de sable fin. Surtout que celle-ci, elle tombe le haut pour en profiter sous le soleil. Ça tombe bien, on a choisi un bel endroit pour chercher ses conditions idéales. Outre les améliorations stylistiques qui composent le nouveau visage de la coccinelle, la Dune s'habille de quelques éléments de baroudeur. Les baroudeurs des beaux quartiers. Elle gagne un petit centimètre en hauteur avec sa garde au sol rehaussée. Des protections en plastique et des plaques à la base des boucliers singeant le métal font le tour de la voiture, histoire de faire rempart entre les agressions extérieures et la carrosserie. On craque toujours sur l'aileron arrière façon pelle à tarte et le couvercle de capote rappelant le modèle d'antan. Avec en toile de fond la côte corse, on n'a qu'une envie, c'est flâner. Décapoté ou non, peu importe, de toute façon, l'opération ne prend que quelques instants. On garde le doigt appuyé sur le bouton dédié et la magie opère, même en roulant en dessous de 30 km/h environ. Bon, ok, il ne s'agit pas d'un SUV compact non plus, mais on peut rejoindre quelques coins de plage reculés en passant par un chemin défoncé, sans vraiment risquer d'entailler le dessous du châssis. Mais avant d'écumer les routes de l'île de Beauté, faisons le tour de l'habitacle. Dans cette version haut de gamme, le cuir habille évidemment toute la sellerie spécifique au modèle. La finition fait honneur à ce qu'il se fait habituellement dans la maison Volkswagen. Bref, on se sent franchement bien à bord. Et même à l'arrière, sans oublier toutefois que le confort y est largement moins bon qu'à l'avant. Pour égayer le voyage, le constructeur d'Ingolstadt n'a pas oublié pléthore d'équipements, et notamment les petites technologies qui vont bien, comme la connectivité complète avec les smartphones. Le coffre, lui, n'est pas immense et obstrué en partie par le logement du filet. On y loge toutefois les sacs de 2 personnes. Alors on y est maintenant, au volant de ces Volkswagen coccinelle Dune. Les premières impressions sont plutôt bonnes. La capote refermée, c'est vrai que l'isolation est vraiment pas mal. Alors sur notre capot, on a un 4 cylindres suralimenté de 150 chevaux. Franchement, jusqu'ici tout va bien, mais il est temps maintenant de rentrer un peu plus dans le détail et de parler de ses prestations routières. Avec sous notre capot le moteur 4 cylindres essence turbo de 220 chevaux, on a surtout envie d'aller arpenter les routes montagneuses du paysage insulaire. Et ce bloc, eh bien, il dépote. On lui trouve même quelques accents de compact sportive de type GTI. Pour une voiture loisir, on la trouverait presque surdimensionnée, mais son fort couple disponible sur une large plage d'utilisation reste un atout indéniable. Car avec une telle souplesse, on n'a pas trop à se soucier de devoir s'embêter avec la boîte automatique DSG. D'ailleurs, si elle a besoin de rétrograder pour profiter de la puissance, elle sait le faire très bien, et en plus toute seule. Sur ces somptueuses routes, on s'éclate. On pouvait s'inquiéter de la rigidité, mais il n'en est rien. La direction reste aussi ferme que sur la version classique, et on ne note aucun bruit particulier de mobilier, typique parfois des cabriolets moins rigoureux sur la question. Pour préserver le confort et limiter les mouvements de caisse, malgré le centimètre de plus en hauteur, les suspensions ont été raffermies. Du coup, on profite d'un comportement dynamique quand on la bouscule, bien servi par ce moteur vigoureux. Les plus sportifs préféreront une Mini Cooper S, mais l'anglaise est loin de la polyvalence de l'allemande. Quant à l'insonorisation, elle est parfaitement assurée par la capote triple épaisseur et ne gâche pas la fête quand on pousse la sono Fender, totalement démoniaque. Ça y est,
On est à la fin de cet essai au volant de notre coccinelle Dune, avec laquelle on vient de traverser les superbes paysages de la Corse du Sud. C'est un très bon véhicule, on s'est vraiment bien amusé. On a un regret, c'est son tarif, puisque cette version personnalisée comme ceci, elle est à plus de 35 000 €, et franchement, c'est cher. 34 800 €, c'est le montant du chèque à signer pour s'offrir ce coléoptère pas comme les autres. Elle casse les codes des modèles néo-rétro qui brident souvent leur style pour ne pas trop s'éloigner du modèle original. Parfait pour ceux qui recherchaient une coque délurée. Il est temps à présent de retrouver notre invité du mois. Kia a créé la surprise le mois dernier en annonçant Stinger, un modèle très sportif et détonnant par rapport à ce à quoi nous avait habitué le constructeur coréen. Le reveal européen s'est tenu à Milan et nous en avons profité pour interroger Marc Edrich, le directeur général de Hyundai France, sur la signification de ce positionnement nouveau. Que peut-on en attendre ? La sportivité va-t-elle s'étendre à d'autres modèles ? Et qui doit se sentir visé par ce positionnement nouveau ? Nous restons en attente du tarif qui sera révélé à l'été. À suivre donc. Tout de suite, nous essayons sur les routes de Californie celle qui pourrait être un game changer pour les voitures électriques. Il s'agit de l'Opel Ampera i. Bienvenue en Californie, le pays du soleil, des plages et surtout l'État américain le plus tendance et innovateur en termes d'écologie. Peut-on se faire plaisir sans trop faire de mal à la planète ? On va chercher des éléments de réponse au volant d'une voiture avant-gardiste. Laquelle ? L'Opel Ampera i, 100% électrique, qui va débarquer sur le vieux continent dans quelques mois. Ils seront peu à détecter au premier coup d'œil un véhicule électrique en posant les yeux sur l'Ampera i. Il s'agit ni plus ni moins d'un crossover entre le monospace compact et la citadine légèrement surélevée. Son regard moderne et ses flancs sculptés lui donnent des airs de petite nerveuse prête à dévorer les rues. Dans le détail, on aime les feux technologiques, notamment à l'arrière, très futuristes. On se dit qu'elle pourrait très bien ressembler à la future Meriva. Avec ses dimensions idéales pour serpenter en ville, elle s'y sentira parfaitement à l'aise. Elle apporte
Le plaisir qu'on a toujours envie d'avoir dans une voiture. Donc le plaisir, c'est un mode sport, c'est un véhicule de 204 chevaux qui fait un 0 à 50 en 3 secondes 2. Et puis on est à San Francisco, on connaît tous les pentes de San Francisco, on récupère l'énergie avec ce fameux mode qu'on appelle One Pedal, une seule pédale, donc qui permet en décélération vraiment de régénérer de l'énergie et donc de rendre le véhicule encore plus vertueux. À bord, on plonge dans l'environnement Opel avec quelques éléments qui pourraient bien constituer l'avenir des productions de Rüsselsheim. Pas de compteur, mais un écran couleur multifonction. Et pour minimiser le nombre de touches, une large tablette indexe la plupart des commandes de confort et une version très évoluée de l'ordinateur de bord. Et on ne manque pas franchement de place, à l'avant comme à l'arrière. Même le coffre s'avère logeable, car les 400 kg de batterie ont été implantés dans le plancher. À vrai dire, pour l'habitabilité, elle fait même mieux que certaines concurrentes thermiques, qui ne sont pas concernées par la problématique de placement des cellules. Au volant, on apprécie d'emblée sa conduite. L'électrique, c'est fantastique, notamment en termes de sensations. Un vrai modèle de douceur qui fluidifie les mouvements, et quand il faut aller chercher la puissance, on tient là la plus nerveuse des citadines, avec un puissant couple disponible tout de suite. Cela dit, son amortissement fait moins bien que ses adversaires, comme une Nissan Leaf par exemple, plus moelleuse et plus confortable. L'Ampere AI fait un peu ressentir sèchement les irrégularités de la route. En fait, on s'amuse même au volant, car avec ses batteries réparties dans l'empattement, c'est le comportement qui se voit dynamisé. Et l'autonomie, elle est annoncée pour plus de 500 km. D'après nos propres projections, on la situe plutôt en réalité aux alentours des 400 km. Si l'on exclut la grande Tesla, au tarif astronomique, on tient là la voiture électrique à la plus grande autonomie qui sera disponible sur le marché. Largement de quoi l'avoir, même en première voiture. Elle se recharge de manière conventionnelle ou sur les bornes dans la rue bien évidemment. Et avec des équipements de recharge rapide, on pourra même récupérer 3/4 d'énergie le temps d'un déjeuner. La peur de la panne semble du coup une question moins effrayante avec cette Ampere AI. Le prix n'est pas encore arrêté, mais il faudra sortir de votre poche un chèque d'environ 30 000 € si la fiscalité n'évolue pas d'ici son arrivée. Dès lors, elle peut aisément prendre la place d'une compacte au sein d'un foyer. Parfaite pour les déplacements la semaine et pas rédhibitoire quand il s'agit de partir en week-end. La pionnière de ce qui pourrait ressembler à court terme à l'automobile de demain. Sur le segment très concurrentiel des crossovers, la Seat ATK a fort à faire face à une concurrence peuplée notamment par le Peugeot 3008 mais aussi par le Nissan Qashqai. Tout de suite, on part en off-road pour tester les aptitudes au franchissement du petit dernier. Comme toutes les grandes marques généralistes du marché européen, Seat a sorti l'an passé aussi son SUV compact, l'ATK. Ce Tiguan à la sauce espagnole, si l'on peut dire, vu qu'il partage sa plateforme avec l'allemand, ne fait pas que juste se différencier par le style. Évidemment, elle hérite aussi de ses bonnes qualités routières, là où finalement la plupart des crossovers du genre excellent aujourd'hui. On ne va pas vous raconter encore la même histoire, on a déjà découvert l'ATK lors de sa sortie. Les équipements Volkswagen, la large habitabilité et l'ensemble moteur-boîte avec le TDI 150 chevaux ont dynamité la compétition sur ce segment. Le lancement de l'ATK se passe extrêmement bien. On a le nouveau record de France puisqu'on a en précommande, on a vendu 1550 véhicules, qui est un départ absolument canon qui dépasse même nos attentes. Et pour tester les aptitudes au franchissement du nouveau Seat ATK, moi ce que je vous propose c'est de prendre la direction du Château Lastours au lieu du franchissement en France, puisque certaines voitures du Dakar viennent s'y entraîner et où nous attendent plus de 100 km de piste. En revanche, c'est effectivement quand on quitte la route que les écarts se creusent. Sans se la jouer pourtant gros baroudeur, le SUV espagnol sait se salir sans appeler au secours. Sa transmission intégrale lui permet ainsi d'affronter des difficultés surprenantes, que les propriétaires qui oseront le mettre dans de telles postures lèvent la main. Mais peu importe, nous, on a eu le droit de prendre des risques et on s'est fait plaisir. Le croisement de pont, normalement on le réserve aux franchisseurs purs et durs. Ici, le blocage de différentiel électronique permet d'assurer une bonne motricité aux roues qui sont en contact avec la terre. Bien sûr, on fait attention où on pose ses pattes, mais il s'en sort plutôt bien, même avec des novices comme nous à son volant.
Et puis il n'a pas peur non plus de prendre de l'angle. On a un peu l'impression de crapahuter chaussé de baskets de ville plutôt qu'avec des crampons de randonnée, mais il fait étrangement plutôt bien le boulot. Soyons honnêtes, si on ne nous avait pas prévenu qu'il passe là où on nous propose de le faire, nous n'aurions jamais osé. L'intervention de l'électronique pour la gestion de la motricité, encore une fois, impressionne. Avec une monte pneumatique encore plus extrême, on se dit d'ailleurs qu'on pourrait vraiment s'aventurer dans des endroits encore plus hostiles. Ce sont surtout les porte-à-faux finalement qui posent le plus de problèmes. L'ATK, malgré ses capacités, n'est pas taillée pour faire n'importe quoi dans la nature. Et il faut faire attention à ne pas racler quand on s'aventure sur des pentes au degré prononcé comme ici. Là encore, son aide à la descente, notamment, écarte toute crainte de se laisser prendre par la difficulté du terrain. Bon, et au terme de cet essai, je crois que c'est assez clair, la Seat ATK a de vraies aptitudes au franchissement, probablement très éloignées de l'usage que connaîtra cette voiture au quotidien, mais pourtant quand même important de savoir qu'elle peut le faire. Après tout ça, on se dit qu'aller chasser les champignons dans la forêt de la maison de campagne ou accéder à la haute station de montagne en plein hiver sera un jeu d'enfant au volant de l'ATK équipé pour le haut fond. Les spécialistes du 4x4, pour qui le métier impose d'avoir un véhicule plus extrême, éviteront bien sûr le SUV espagnol. Cependant, il affiche une polyvalence surprenante et un confort bien supérieur. Sans parler de 2 véhicules en un, son compromis pousse tout de même à réfléchir. Surtout à un tarif qui n'a rien d'excessif au regard des nombreux équipements livrés de série. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons San Francisco, la Californie et les États-Unis pour vous donner rendez-vous bientôt sur notre antenne ou sur le web. Maxi Test vous a été présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps.